Et nous retrouvons, ça faisait longtemps, Tom Benoît pour parler du budget, chers auditeurs. Bonjour Tom Benoît. Bonjour Liselotte Dutreuil. Alors je rappelle que vous êtes essayiste et entrepreneur spécialisé dans les relations diplomatiques et directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Vous recevez souvent pour des questions d'économie. Alors c'est le moment à nouveau de nous plonger là-dedans puisque le budget est étudié, débattu en ce moment à l'Assemblée nationale. Je ne cite pas souvent la dépêche, chers auditeurs, mais il se trouve qu'ils ont récemment sorti un article qui portait pour titre Budget 2026, dentelle ou charpie. Et la question me semble légitime. Tom Benoît, on voit la façon dont nos députés détricotent ce budget, s'arrachent sur des détails, changent tout, puis reviennent à la base. Donc, qu'en penser? Et effectivement, est-ce qu'il s'agit de dentelle, de précision chirurgicale, ou bien est-ce qu'ils sont en train de déchiqueter notre budget pour 2026? Alors, sur le dernier point, je suis entièrement d'accord avec vous. Déchiqueter, démanteler on va dire, tout ce qui faisait l'équilibre un petit peu de, à la fois notre pays et notre modèle, ce qu'on appelait la démocratie libérale ici. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la taxation des ultra-riches, de la surtaxation des produits de luxe, TVA augmentée sur les produits de luxe, par exemple, ce qui est un amendement qui est proposé par LFI, par la France Insoumise. Alors, autant de, si je puis dire, de réglementations, d'amendements, tous plus absurdes, illibéraux, anticapitalistes les uns que les autres, qui feront que, dans un avenir relativement proche, on va se retrouver avec une Union européenne qui ne pourra que s'imposer en grand sauveur et nous dire, bon, bah écoutez, vous aviez des déficits à tour de bras, vous ne saviez pas les gérer, vous avez fait d'un pays qui devait être normalement un pays capitaliste, un pays anticapitaliste, anarchiste, gouverné par des personnes qui passent et qui ne font que passer, parfois pendant quelques semaines, qui repartent, d'autres qui n'ont absolument pas le niveau pour être ni députés ni quoi que ce soit. Donc on va s'imposer, puis on va reprendre le contrôle, et vous aurez ce que l'Union européenne appelle aujourd'hui, et dans les couloirs de Bruxelles, c'est un projet pour le moment, le 28e régime, c'est-à-dire une Union européenne qui sera réellement fédérale et qui pourra à la fois immatriculer des sociétés, parce que ça va être ça le problème. Si vous avez un pays où tous les produits de luxe sont taxés, où toutes les grandes fortunes sont taxées, où il devient impossible d'entreprendre parce que dès que vous gagnez 3 sous, vous en devez 4, et que dès que vous créez telle ou telle société, vous êtes considéré les ultra riches, on est passé des 1800 foyers les plus riches à, selon LFI, ceux qui gagnent 20 000 euros par mois sur ce que j'entendais à l'Assemblée nationale il y a 2 jours. Donc c'est quand même le ratio, et on parle des ultra riches, là, même Mm. pas des bourgeois, des privilégiés. Ultra riches, c'est de 20 000 euros par mois maintenant, donc pour un LFI. Et donc là, l'UE va arriver en disant, c'est pas possible. Il faut. Alors, il y aura probablement un rapport qui sera pondu par Mario Draghi, Enrico Letta ou une personnalité de cette trempe-là, cet acabit, qui dira il faut qu'on garde de la compétitivité et il faut qu'on puisse conserver des multinationales au sein de l'UE. Donc, l'UE va reprendre le contrôle et va pouvoir fiscaliser avec des taux qui seront normaux, des barèmes finalement qui reviendront à une forme de normalité. Et le gros problème, c'est que vous aurez deux vitesses. Vous aurez des États qui seront moins puissants même que les États américains par rapport à l'État fédéral, donc les régions américaines, qui ont plus de pouvoir aujourd'hui, je le précise, les régions américaines, les États, donc ce que seraient les pays au sein de l'Union européenne, comme la France, l'Italie, l'Espagne, ont plus de puissance que les pays de l'Union européenne aujourd'hui face à l'Union européenne. Lorsqu'on vote, nous, l'interdiction sur les véhicules thermiques, c'est pour toute l'Union européenne. Et que vous soyez allemand, que vous ayez des usines de voitures ou espagnoles et que vous n'en ayez pas, c'est pareil, vous devez vous y plier, alors qu'aux États-Unis, vous avez le Texas le vote pas, la Californie le vote, il y a des distinctions qui sont beaucoup plus marquées. Et donc l'Union européenne va s'octroyer, c'est en projet, hein, c'est pas des élucubrations de Tom Benoît sur Ligne droite ce matin, je veux dire, le 28e régime, c'est une idée, c'est un projet qui est parfaitement logique d'ailleurs, qui s'inscrit dans la continuité du projet de l'Union européenne. Et je voudrais pas verser dans une forme de, comment dirais-je, suspicion extrême qu'on a baptisé d'un mot bien connu depuis quelques années, mais je pense que le détricotage que vous évoquiez précédemment, la désacralisation de nos institutions, de notre système politique, la propagande anticapitaliste également qui est faite sur
coup de médias publics, Gabriel Zucman est invité systématiquement sur le service public. Je ne suis pas invité sur le service public. Gabriel Zucman passe sa journée sur le service public ou sur LCI également pour expliquer, avec beaucoup de prétentions d'ailleurs, qu'il faut taxer les riches. Donc on invente une taxe. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même un chercheur qui est financé à hauteur de, je crois que c'est 1,4 million au total pour son Observatory Tax, European Tax, et pas qui doit gagner 300-400 000 euros par an, pour inventer qu'il faut prendre l'argent où il est, qu'il est plutôt dans la poche des riches que des pauvres et qu'on va taxer les riches. Donc on marche quand même sur la tête à ce niveau-là. On voit bien qu'il y a derrière tout ça un plan qui est quand même très clair, et il y a un exil de capitaux qui se produit, tout le monde vous le dira. Il y a un papier dans RTL, même ce matin ou hier, qui notait justement, donc je suis un média purement mainstream, hein, que les Français envoient leurs capitaux vers la Suisse et le Luxembourg aujourd'hui. Ça se fait par l'assurance vie, ça se fait par les holdings. Vous avez tout ce qui est un petit peu plus off aussi, et qui part vers les Émirats, qui part vers les États-Unis. Donc, ce que font les politiques aujourd'hui est très grave, parce que vous parlez du budget. La problématique sur le budget, c'est quoi surtout? C'est quelques dizaines de milliards. Bon, ben, la solution, elle est très simple. Vous mettez en place une commission, mais une vraie commission, ça fait des années d'ailleurs que j'en parle, mais très précisément de dizaines de personnes réellement motivées pour trouver des réductions de dépenses. Et vous regardez, vous observez tous les grands plans, le chèque de rentrée scolaire, je ne sais pas combien ça coûte, mais c'est plusieurs milliards. Le fonds vert, c'est 2 ou 3 milliards. Et vous en avez partout des comme ça. Et vous n'avez pas besoin de mettre à bas le pays avec une communication qui dit on va taxer les plus riches. Si vous êtes entrepreneur, partez vite parce que bientôt il y aura de la rétroactivité. Et là où je suis assez scandalisé, je vous laisse poursuivre ensuite, mais c'est de voir le Rassemblement national qui vote même, qui devrait être le garde-fou de tout ça normalement, qui est prétendument le parti d'extrême droite. Alors si on est d'extrême droite, il faut en avoir au moins les avantages et être un petit peu plus libéraux que les autres, capitalistes. Ils votent un amendement proposé par LFI pour l'exit tax. Et donc pour taxer des Français qui auraient entrepris et qui partent poursuivre leur activité à l'étranger, toujours sous le masque des ultra-riches, on dit non, mais c'est ceux qui ont un capital d'1,3 million. En réalité, quand vous lisez les amendements, c'est ceux qui ont un capital d'1,3 million ou ceux qui détiennent 50% de leur société ou plus. Donc ça veut dire que l'entrepreneur qui a créé sa société avec 1 euro de capital social, hein, c'est légal, c'était 7500 francs à l'époque des francs, aujourd'hui on peut avec 1 euro créer une société, il crée une affaire, magie de l'entreprise, ça a marché, parce que c'est pas un politique, qu'il a travaillé, qu'il a généré de la richesse, il a 500 000, 600 000 euros ou même 300, 400 000 euros, il est au-dessus du barème qui est considéré comme, pour le RN et LFI aujourd'hui, comme une exit d'ultra riche, on lui met une exit tax, et il faut noter quand même que celui qui va peser 500 000 euros ou 1 million, c'est pas passé à une voix près à l'Assemblée nationale, mais ça veut dire que ça passera l'année prochaine, et que le Rassemblement national vote en faveur de ça lorsque l'amendement est présenté au budget. Et que celui qui va peser 500 000 euros ou 1 million d'euros va même être défavorisé par rapport justement à l'ultra riche, parce que dans l'absolu, je vais vous dire, si vous êtes ultra riche et que vous partez, on vous donne 15 ans. Auparavant, le barème sur l'exit tax, c'était 2 ans. Dans l'amendement de ce budget-là, ce qui était proposé, c'était de le rallonger à 15 ans. Si on vous donne 15 ans de marge et que vous devez payer votre avance sur l'exit tax parce que vous n'avez plus de sursis, vous allez pouvoir les payer si vous êtes rempli de cash. Si vous pesez 500 000 euros ou 1 million et que vous êtes plutôt un entrepreneur naissant, vous n'allez pas pouvoir faire l'avance de votre exit tax. Donc derrière ce masque quand même qui est agité comme un clown systématiquement, qu'on sort d'un placard en disant l'argent est aux riches, il faut le prendre, ce qui est une idée saugrenue et ridicule. Premièrement, qui ne marche pas et qui met à bas tous les préceptes de l'économie. En parler, mais là c'est encore plus philosophique qu'économique et ponctuel même. Mais au-delà de ça, on s'aperçoit que finalement, les ultra riches passent de 100 millions à 500 000 euros, quoi. Voilà. Oui, parce que ce qui est assez terrible dans le budget qu'on est en train de nous dessiner, c'est qu'on essaie de rassurer le Français moyen en disant, bah voilà, on va aller chercher l'argent de façon très ciblée chez les plus aisés, donc rassurez-vous.
En réalité, quand on creuse un peu, c'est pas tout à fait ça. Toute la société va être ciblée, les classes moyennes ne seront pas épargnées. Et donc, toute la société va en prendre pour son grade, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. J'ai été sur un plateau de télévision assez connu il y a un mois à peu près. On m'a demandé de faire des suggestions qui pourraient faire évoluer le pays. Et Yael Braun-Pivet n'avait pas fait sa sortie sur le fameux cadeau qui vous tombe du ciel Mm. en qualifiant l'héritage encore à ce moment-là. C'était au début du mois de septembre. Et j'ai dit, ben écoutez, si vous laissez 1 million d'euros de patrimoine à votre enfant, ligne directe en Italie, vous vous acquitterez, l'héritier, l'enfant s'acquittera d'une quinzaine de milliers d'euros d'impôts sur les successions. Même situation en France, l'héritier s'acquitte de 230 ou 240 000 euros environ d'impôts sur les successions. Il faut abaisser l'impôt sur les successions parce que vous détricotez justement un équilibre national qui fait que la répartition des richesses, contrairement à ce que dit Yael Braun-Pivet, se fait de manière tout à fait saine parce que les appareils de production sont transmis, et l'immobilier y compris, de génération en génération. Or, ce qui se passe en France, c'est pas du tout ça. C'est que vous avez de l'immobilier et des appareils de production qui doivent être vendus à la casse par des enfants qui manquent de cash par rapport au patrimoine estimé, et ce qui fait un transfert de richesse justement qui est malsain, puisqu'il y a une impossibilité de conserver sa richesse et que c'est une violation très directe du droit de propriété. On m'a regardé en me disant non, mais là vous réduisez les recettes, vous n'augmentez pas, vous réduisez pas les dépenses pour l'État. Et je crois qu'il y a une grande problématique aujourd'hui, c'est que l'État français et la plupart des députés, on le voit bien avec ce budget, ont totalement abandonné l'idée que la France pourrait être un pays qui attire des capitaux, qui attire des investisseurs, qui fonctionnent, où on réouvre justement des activités, que ce soit dans la tech ou des industries, des usines, et que finalement on est arrivé à ce point de non-retour que j'ai présenté personnellement depuis des années, qui est on laisse tomber ça et on va directement se mettre sur la propriété privée. On va augmenter l'impôt sur les successions, on va augmenter la taxation sur les patrimoines, en oubliant une chose, c'est que là où c'est doublement acide en quelque sorte, c'est que on vit une période, si vous voulez, où tout est survalorisé. Donc c'est très dangereux de faire ça, parce que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ça fait des années qu'on voit certaines caricatures, on est ma maison vue par l'agent immobilier, ma maison vue par l'inspecteur des impôts, et ma maison vue par un acheteur. Par l'agent immobilier, elle est magnifique au moment où il signe le mandat, par l'acheteur, elle est moyenne, c'est l'inverse, c'est par l'inspecteur des impôts, c'est un palais, voilà, elle est à taxer, elle est superbe. Et donc c'est un petit peu le problème d'aujourd'hui, c'est que tous les actifs étant survalorisés, vous vous retrouvez avec des entrepreneurs qui vont avoir des parts parfois de sociétés qui sont survalorisées parce que il y a des due diligence pour faire entrer des investisseurs parfois qui font que effectivement la marieuse est faite un peu plus belle qu'elle ne l'est. Mais là, de l'autre côté, si vous avez des taxations justement sur la détention de propriété, y compris des actifs professionnels, forcément, on vous laissera pas passer, on vous dira non, non, mais vous êtes propriétaire d'une compagnie qui est valorisée 15 millions d'euros. Donc si vous avez une compagnie qui est valorisée 15 millions, vous êtes très riche, il va falloir penser à payer ça, cette nouvelle taxe sur pas les ultra riches, mais les très riches en devenir d'ultra riches, et puis il y aura toute la créativité possible et imaginable pour inventer ces taxes palier par palier. Donc ça, c'est un gros danger, parce qu'on se retrouve à une période où même sur les marchés actions, on le voit bien, Olivier Faure, qui est quand même politique de premier plan, qui a manqué d'être Premier ministre socialiste, et qui ose dire Bernard Arnault a gagné, c'était 19 milliards il y a 2 semaines à peu près, parce que le cours de LVMH, qui est baissier sur toute l'année d'ailleurs, hein, qui s'est, je vais pas dire effondré, mais qui a largement chuté depuis plusieurs mois, ce que j'avais d'ailleurs prédit auparavant. Et Olivier Faure dit Bernard Arnault gagne 19 milliards lorsqu'il y a une fluctuation à la hausse sur le cours de LVMH. Donc on est face à des personnes qui ne connaissent premièrement absolument rien à l'économie et qui ne veulent absolument pas comprendre, qui sont dans une idée fixe. On peut même pas leur en vouloir, si je puis dire, parce que Olivier Faure, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, toutes ces personnes-là, qui par ailleurs vivent
entre guillemets, je leur en jette pas la pierre, mais en grands bourgeois, hein, qui sont pas, quand je vois Marine Tondelier faire des vidéos sur X dans le RER et que Mmh. 2 jours après, je la vois sortant d'un restaurant un peu mal à l'aise parce qu'un journaliste de rue la prend en vidéo, ça fait forcément doucement sourire. Parce qu'effectivement, si vous vivez avec 200 ou 300 000 euros par an aujourd'hui en France, bah, vous prenez plus le RER, le métro, vous oubliez tout ça. Donc pourquoi faire ce cinéma-là également? C'est quand même une grande question, ça. Et tous ces gens-là, par ailleurs, sont droits dans leurs bottes, entre guillemets, c'est le RN finalement. Et je dis ça pas pour les, mais plutôt pour les rappeler à l'ordre, pour les ramener un peu dans le droit chemin, si je puis dire, qui n'est pas droit dans ses bottes par contre, parce que ces gens-là ont une idée fixe, Piketty et les autres, c'est que vous devez gagner entre 1000 et 10 000 euros par mois, et que tout le reste, pour des privilégiés dont eux feraient partie, parce que c'est toujours le cas dans les sociétés anticapitalistes, hein, c'était le cas en URSS, et ça sera le cas, et c'est le cas aujourd'hui en Europe, auront billets d'avion, déplacements, hôtels, logements de fonction, restaurants et tout ce qui s'ensuit, et voitures, et chauffeurs, et secrétaires à vie, et autres, payés pour aux frais de la princesse parce que ce sont des gens essentiels et qu'eux vont faire partie d'une élite intellectuelle et qu'ils auront décidé qu'ils vont devoir dessiner l'avenir et qu'évidemment s'il leur faut partir aux États-Unis pour un grand Grenelle ou au Moyen-Orient pour penser comment réduire l'empreinte carbone en 2050 de la France en fusillant son industrie, au passage il faudra évidemment les loger, les envoyer la délégation. Et ces gens-là considèrent que la société doit fonctionner comme ça. Mais qu'en dehors, l'entreprise, ça doit être de 1000 à 10 000. Hein. Si vous ne faites pas partie de cette élite-là, pensante et qui va réfléchir à comment distribuer justement les billets d'avion pour ceux qui vont se déplacer, les logements, et qu'il n'y ait plus de maisons individuelles, il n'y ait plus... Là, en dehors de ça, ça doit être 1000 à 10 000 euros. Et si vous êtes entrepreneur, au-delà de 10 000 euros, vous vous débrouillez. Et à vos risques et périls, parce qu'on va vivre la grande période, ça. On entre dans une guerre fiscale sans précédent où il va y avoir des requalifications pour tous ceux qui sont résidents fiscaux un peu à l'étranger, qui ont des systèmes un petit peu archaïques. Ça va être la grande période justement des requalifications. On va dire non, non, mais ce qui se produit aujourd'hui, ça s'est produit ailleurs hein, déjà. Toutes les sociétés en déclin, je veux dire, il suffit de regarder il y a eu des exemples avec l'Argentine, il y a eu l'URSS, il y a eu autant de pays communistes ou socialisants, déclinants. Alors, c'est à chaque fois différent parce qu'aujourd'hui, on vit une période où il y a, il y a le numérique, c'est plus donc la productivité est plus forcément rattachée au fait d'être statique. On peut être nomade et productif. Auparavant, c'était pas possible. Il y a les digital nomades, donc on voit bien qu'il y a une possibilité aujourd'hui d'être un peu citoyen du monde et entrepreneur du monde, ce qui était moins le cas il y a encore seulement 15 ans ou même 10 ans, parce Mmh. qu'il y a eu une émergence. Donc, à ce niveau-là, on entre dans une guerre fiscale qui va être plus fiscale qu'économique. Jusqu'à présent, il y avait une guerre géopolitique qui a donné sur le plan des gros business réellement, parce que tout ce qui est terre rare, grosse industrie, c'est pas vraiment des activités, on va dire, de monsieur tout le monde, entre guillemets, qui a donné une guerre économique, surtout sino-américaine. Et là, à l'intérieur des pays qui sont vraiment en déclin comme la France, qui est à l'avant-garde, ça va être une guerre fiscale, surtout. Alors, il y a beaucoup de Français qui ont conscience de ces problèmes puisque ils épargnent toujours plus. Je crois qu'on est le pays européen qui épargne le plus, d'après de plus de 400, quasiment 450 milliards, je crois, d'épargne sur les livrets A des Français. Et en même temps, la question qui se pose, c'est de savoir si, pour combler la dette de la France, aujourd'hui, l'État ne pourrait pas être tenté d'aller chercher dans cette épargne. Aujourd'hui, les Français sont réellement démunis. Vous, quels conseils vous pourriez donner à nos auditeurs, Tom Benoît? Alors très clairement, aucun, je donnerai aucun conseil par rapport à l'épargne parce que chacun doit faire ses choix. Voilà, premièrement, Mm. je donne pas de conseils financiers, mais à titre informatif, je peux simplement dire aux Français que toutes mes prédictions par rapport à l'Union des marchés de capitaux qui avance également, tout ce que j'ai présenté par instinct patriote depuis des années, notamment sur votre antenne, est confirmé par des politiques justement qui affichent de plus en plus clairement leur volonté de mobiliser l'épargne privée justement pour financer la dette.
et que depuis la nuit des temps, on sait très bien que la finalité est ainsi. Et que lorsque François Hollande disait c'est personne qui paye, c'est l'État qui paye, c'est parce qu'au final, évidemment, c'est le contribuable et que ça se fait par l'imposition. Alors, premièrement, c'est par l'imposition. Deuxièmement, ce sera par l'épargne. Évidemment qu'avoir beaucoup d'épargne liquide aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus dangereux, y compris sur le livret A. Donc, tout ce qui est le plus liquide, en quelque sorte, dans des banques françaises, si on est citoyen et résident fiscal français, évidemment, on n'est pas en sécurité à long terme. On ne peut pas se dire, en tout cas, si on est résident fiscal français et qu'on est citoyen français, qu'avoir 20 000 euros sur 15-20 000 euros sur un livret A et le reste sur des livrets relativement liquides ou sur des fonds euros qui sont déjà orientés vers de la dette française, hein, parce qu'il faut savoir que toutes les unités de compte qui sont suggérées par les conseillers financiers, par les conseillers de patrimoine jusqu'à présent, c'est de la dette déjà. Donc la plupart des Français, même sans le savoir, Ouais. détiennent de la dette française. Et donc tous ces livrets, tous ces formats, tous ces modes de détention de la liquidité et de la richesse financière sont évidemment très à risque. Après, la grande problématique, c'est que lorsqu'un pays décline comme ça, il y a beaucoup d'exil. Ceux qui partent en premier, généralement, sont les plus jeunes et les plus riches. Pourquoi? Parce que les plus jeunes sont en capacité d'aller déployer leur énergie ailleurs et de construire et de gagner de l'argent ailleurs et de protéger leur argent ailleurs. Et les plus riches parce qu'ils ont les moyens d'investir pour une vie ailleurs. Et les plus mal lotis, évidemment, seront les Français moyens, entre guillemets, qui vont être obligés de rester à 100%, qui vont être contraints de faire leur vie en France et de garder leur épargne, si tant est qu'ils puissent en conserver en France. Oui, effectivement, c'est pas très réjouissant. Je pense que beaucoup se sont demandé s'il ne valait mieux pas partir. Bon, c'est bien de rester en France aussi, chers auditeurs, quand il y a des soucis. C'est mieux de les régler. Et puis bon, voilà, on verra bien ce que tout cela donne. Merci beaucoup, Tom Benoît, d'avoir été avec nous ce matin. Encore une fois, ça faisait longtemps. Je pense que les débats sur le budget ne sont pas finis. Donc, ce sera l'occasion de vous recevoir à nouveau. Je vous dis donc à très bientôt et bonne journée. Toujours avec plaisir. Bonne journée à vous.